Joseph Facal. J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue, là. La rencontre, Facal-Martineau. Alors, Joseph, là, tu trouves que les syndicats exagèrent? Richard, quand j'étais enfant, dans mon lointain Uruguay, à l'école primaire, il y avait des chorales. Et puis quand je tentais de chanter dans la chorale, je faussais tellement que j'entends encore la prof me dire « Fais juste bouger tes lèvres, ça va être correct. » Mais quand même, j'aimerais vraiment joindre ma petite voix de fausset à la chorale du monde qui trouve que ça va faire, puis que il faut régler. En fait, si je devais vraiment donner un titre à ma petite jasette avec toi, ce serait vraiment ça va faire. En même temps, Richard, tu sais, j'ai comme le goût de faire un mea culpa. Souviens-toi, la dernière fois que toi et moi, on a jasé de ça, j'étais relativement optimiste. Je me disais, le gouvernement a une certaine marge de manœuvre financière et s'il allonge quelques milliards, il obtiendra peut-être quelques concessions sur la flexibilité. Eh bien, pas du tout. Je m'étais trompé. Je pense que c'est le 6 décembre de mémoire que le gouvernement a dit « OK, parfait, on passe de 14 quelques % d'augmentation à 16,7 », ce qui, à vue d'œil, représente quand même 9-10 milliards de plus sur la table. Et cette offre, rappelle-toi, a été jugée insultante par le Front commun. Elle a été rejetée par des gens qui sont quand même assez clairement confiants qu'ils ont encore l'appui de l'opinion publique. Alors là, écoute, on approche de Noël. Certains enfants ont pas eu de classe depuis, corrige-moi si je me trompe, 23 novembre. Le 23 novembre, ça va faire. Évidemment, vas-y. Non, mais écoute, Joseph, tu as certainement lu Michel Gérard aujourd'hui. Le Front commun a déposé sa contre-offre. Et là, ils disent, non seulement on veut une augmentation de salaire pour les prochaines années, on veut une augmentation de salaire de 6,7 % rétrospective pour 2022. Là, ils veulent une augmentation de salaire pour une convention collective, leur ancienne convention collective. Okay. Voyons. Si tu es le négociateur du gouvernement, face à ça, ton défi numéro 1, c'est de ne pas éclater de rire. Non, évidemment. Hey. Non, sérieusement. Il peut pas y avoir d'offres incluant une clause rétrospective parce que, sais-tu quoi? L'inflation, ça a frappé tout le monde au Québec. Non, ça c'est complètement ridicule. Cela étant dit, tu sais, on est vraiment rendu dans une position où on en est réduit, toi et moi et les commentateurs, Richard, à analyser simplement le spin médiatique de part et d'autre. Qu'est-ce qui se passe exactement? On ne sait pas. Tu sais, le gouvernement, les syndicats disent le gouvernement ne veut pas négocier en fin de semaine. Ils ont pas l'air pressés. Les syndicats disent, le gouvernement dit c'est absolument faux. Le gouvernement dit on ne nous donne rien du côté de la flexibilité. Les syndicats disent au contraire, on vient de faire une belle offre. Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, là, on nous dit que le dernier cœur, le noyau dur, c'est la composition des classes. D'ailleurs, en passant, Richard, parenthèse, as-tu remarqué que on est vraiment centré sur l'éducation? Parce que c'est comme si, dans le domaine de la santé, on était tellement habitué aux mauvaises nouvelles qu'on n'entend plus rien de ce côté-là. Là. On n'en a que pour l'éducation. Cette ligne dure des syndicats, elle est fondée sur leur sentiment que l'opinion publique est encore de leur côté. Si j'étais eux, je ferais bien attention. Ça vaut ce que ça vaut, mais j'entends autour de moi de plus en plus de parents dire « Hey, je suis épuisé, ça va faire ». Dans les pages de notre journal, Richard, tu as vu, dans la rubrique « Faites la différence », il y avait une maman, il y a quelques jours à peine, une maman qui disait « Je suis de tout cœur
avec le Front commun. Je reconnais les problèmes. Je veux qu'on améliore leurs conditions de vie, mais je suis une maman épuisée. Autrement dit, et ajoute à sa voix, les pédiatres, tu as lu hier dans Le Devoir, Gilles Julien, là, le docteur là, de la pédiatrie sociale, qui dit que c'est une catastrophe pour nos enfants. Là, une catastrophe. Là. Déjà qu'ils ils ont passé par la pandémie, et là, ceux qui ont des retards, des difficultés, là, ils vont revenir à la case zéro. Là. Richard, imagine le fameux palmarès des écoles l'an prochain. Imagine ce que ça va donner. On sait déjà, j'avoue qu'au début, j'étais un peu sceptique. Et après ça, quand on m'a dit que la pandémie avait eu des effets dévastateurs sur la réussite, écoute, les chiffres qu'on nous montrait nous conduisaient à conclure que c'est vrai. Ça a été dévastateur. Imagine maintenant pratiquement un mois pas d'école pour des élèves en difficulté. Ça va être extrêmement dommageable. On est toujours porté à regarder ça à partir de notre propre situation. Moi, j'ai eu des enfants avec un parcours scolaire à peu près sans problème. Pendant la pandémie, ma fille me disait « Hey, chez nous, en coton ouaté, j'aurais fait tout mon parcours scolaire de même et que j'aimais ça. » Mais en même temps, c'est pas le cas de tout le monde. Tu sais, t'as des parents qui ont les moyens de se payer des tuteurs. T'as des parents qui sont... Là, je veux pas me mettre dans le trouble. Outillés, mieux c'est ça, que d'autres. Exactement. Merci beaucoup. T'as des parents qui sont outillés pour faire de l'accompagnement, puis des devoirs, puis être des quasi-profs eux-mêmes. Puis t'as des parents totalement dépassés par la situation. Et alors, eux, vraiment, ça risque d'être J'avais un porte-parole des parents, d'un regroupement de parents tantôt, Joseph, puis il dit, je vous rappelle que selon les statistiques, 50% des Québécois sont analphabètes. Il dit ça veut dire 50% des parents actuellement là, sont analphabètes. Comment ils peuvent aider leurs enfants à faire leurs études à la maison? Richard, toi et moi, on a souvent parlé de l'autocensure. Ça, c'est un domaine dans lequel je tourne ma langue 77 fois avant de parler, mais t'as raison. 50% des Québécois ont de la misère à lire une recette de cuisine, à lire une prescription sur une boîte de pilules. Alors, essaie de les imaginer en train de faire des mathématiques. Et bien entendu, du côté de l'école privée, on n'a pas perdu une journée. Alors, tu sais, on a beau dire un retour de 4-5 jours en classe avant Noël, ça permettrait d'accomplir quoi? Peut-être pas grand-chose, mais il reste que, symboliquement, psychologiquement, si là, il y avait aucun retour en classe avant janvier, ce serait dévastateur. Alors là, franchement, là, tu sais, le vieux cliché, là, enfermez-les, puis ils sortent pas, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas trouvé solution. On en est là. Ça va faire. Joseph, je vais peut-être me répéter pour ceux qui écoutent l'émission régulièrement, mais selon moi, c'est une question importante que plusieurs personnes se posent et par autocensure, on n'en parle pas. La Fédération autonome de l'enseignement, ils n'ont pas de fonds de grève, puis ils ont besoin de dons. Ils ont besoin de dons pour pouvoir faire leur semaine, manger. La Fédération autonome de l'enseignement, c'est 66 000 membres à 1 000 $ par année. C'est 66 millions par année dans leur coffre. Calvaire! Ils font quoi avec leur argent, les grosses centrales syndicales? Ils font quoi? Puis là, comme quelqu'un m'a écrit, ça fait des années qu'ils n'ont pas fait de grève. Fait qu'imagine, là, tous les millions chaque année qu'ils n'ont pas utilisés pour les fonds de grève, ils font quoi avec cet argent-là? Ils vont soutenir Gaza, ils luttent contre la loi 21, contre les changements climatiques. Ils font quoi avec cet argent-là? Ne me demande pas de répondre parce que je me pose la même question et si je devais à tout le moins émettre une hypothèse, ce serait celle-là. C'est qu'on engage beaucoup d'argent dans des causes qui n'ont pas de rapport direct avec la mission des syndicats. Oh, et by the way,
by the way, quand on décide de mettre de l'argent pour soutenir les changements climatiques ou Gaza, est-ce qu'on va se chercher un mandat des membres pour leur demander s'ils sont d'accord avec ça? Ben non. Ça m'étonnerait. Et en passant, Richard, tu sais, de temps en temps, il faut saluer la concurrence. Et toi et moi, on aime bien, avec raison, je pense, casser du sucre sur la presse, Radio-Canada et compagnie. Mais une fois n'étant pas coutume, il y a un Ben oui. éditorial dans la presse qui dit « Le moment n'est-il pas venu de se poser sereinement la question si l'éducation n'est pas un service essentiel. » Ben, ce que Et Gilles si- Julien écrivait hier dans le Devoir, et Voilà. disait Et si c'est un service essentiel, voilà. Et à partir de là, si c'est un service essentiel, ça ne veut pas dire interdire tout moyen de pression, mais ça veut dire à tout le moins baliser ça de manière à ce qu'on ne revive plus ce qu'on est en train de vivre en ce moment, car les perdants seront toujours les mêmes. Parce qu'une grève dans une usine qui fabrique des boîtes, ça n'a pas le même impact qu'une grève des écoles. Ça n'a pas le même impact, là. Vraiment, là. Et tu sais, Gilles Julien, dans son texte, dans Le Devoir, justement, là, il arrive avec la définition de ce que c'est qu'un service essentiel. Il dit, les services essentiels en santé et en services sociaux au Québec sont définis comme, là, j'ouvre les guillemets, ceux dont l'interruption peut mettre en danger la santé et la sécurité publique de l'enfant. Et ils doivent être maintenus par les partis. Ben, je m'excuse, mais là... Richard, pendant 20 ans, à l'université, j'ai vu arriver des jeunes dont les lacunes étaient telles que je me demandais comment ils ont fait pour parvenir jusqu'à l'université. Et ça, c'était à l'université. Alors, imagine ceux qui se rendent même pas jusque-là, même pas jusqu'au cégep. L'ampleur de leurs difficultés est telle qui n'ont pas besoin, en plus, d'être privés du peu qu'ils vont recevoir. Oui, je crois qu'il y a là une discussion sereine à avoir sur l'éducation comme service essentiel. Et ça, le gros problème qui ne sera pas réglé par la grève et les négociations, ça ne sera pas réglé, c'est notre complaisance. On fait passer des élèves qui ne devraient pas passer, on en parle souvent. Comment ça se fait que des élèves écrivent mal à l'université? Et ça, on n'en parle pas. Mais ça, là, c'est au cœur même de notre système d'éducation, cette affaire-là. Ah, mais Richard, mais regarde, depuis des années, quel est le critère que le ministère valorise, utilise le plus pour juger de ce qu'il appelle en jargon la réussite éducative? Le critère numéro 1, c'est le taux de diplomation. Pour lui, un système est bon quand il décerne le plus de diplômes possible. Alors évidemment, les gens, les profs, les directeurs d'école, pas fous, le prof sait que les taux de réussite dans sa classe seront examinés. Le directeur d'école sait, la commission scolaire sait que les taux de réussite de leurs enfants, de leurs élèves seront examinés. Si tu veux distribuer le plus grand nombre de diplômes possible, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas baisser les critères. Et il y a une conspiration du silence là-dessus. On pourrait parler du tripotage des notes et ainsi de suite. Alors écoute, tu sais, il y a des gens là, depuis longtemps, des gens comme Normand Baillargeon, par exemple, qui disent on est dû pour des états généraux, une nouvelle commission par an, retourner toutes les pierres et parler franchement de tout ce qui va vraiment pas bien. Mais encore une fois, tu sais, on parle des toitures qui coulent, on parle des problèmes d'aération. Je sais, c'est très important, mais le contenu du projet éducatif semble être le dernier de nos soucis. Tout à fait. Et en terminant, quand François Legault disait aux grévistes, ben, s'il vous plaît, rentrez pour le bien des enfants, est-ce que tu étais d'accord avec lui? Écoute, la CAQ, rappelle-toi à l'époque, avant même que la CAQ ne prenne le pouvoir, M. Legault avait dit l'éducation, c'est la grande affaire de ma vie. Ce sera vraiment ça la raison d'être de la CAQ.
je comprends jusqu'à un certain point, je comprends que la pandémie a fait dérailler le plan de travail du gouvernement. Je comprends, mais ça va faire, là, tu sais. Est-ce que c'est vraiment un gouvernement qui met l'éducation au sommet de tout? Je suis pas sûr de voir ça. Je suis pas sûr de voir ça. Poser la question, c'est y répondre. Voilà. Aujourd'hui, tu prends la défense de Mathieu Bocoté dans ta chronique dans le journal et tu résumes parfaitement bien les tenants, les aboutissants de son livre. Merci beaucoup. Bonne journée, Joseph Facal. Merci. Au Salut. revoir.